Bonjour, donc effectivement nous, on va vous faire un exposé à deux voix qui est un petit peu différent des exposés qu'il y a eu, que vous avez entendus depuis hier, parce que je vais vous présenter un peu un certain nombre de problématiques qui intéressent l'INRA, donc plutôt des sujets de recherche finalisés, on va dire, même s'il y a des ouvertures fondamentales, mais également la collaboration qu'on a avec le DSF, qui est donc un partenaire non académique, qui a aussi des intérêts dans ces projets de recherche-là. Donc, je vais vous présenter un peu la problématique pour commencer. Bernard va ensuite vous parler du DSF et de ce qu'il fait dans le cadre de recherche sur la processionnaire du pain. Et ensuite, je ferai juste un petit flash sur 2-3 résultats qu'on a, parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas forcément de vous faire un tableau complet des résultats des recherches sur ce modèle. Donc, le réchauffement climatique en cours, ça, je vais passer vite, puisque vous n'entendez parler que de ça depuis hier. Ça, sur les espèces animales, et en particulier les insectes dont on va parler maintenant, des impacts sur les aires de distribution, mais aussi sur la phénologie, donc les différentes étapes du cycle de vie. Et les conséquences classiques pour nos espèces tempérées, tout du moins, sont une expansion vers le nord ou en altitude dans les zones montagneuses, et souvent des émergences plus précoces au printemps, en particulier pour tout ce qui est insectes phytophages. Donc si on se met à la place d'un chercheur INRA, on s'intéresse aussi à ce que pensent les gestionnaires et les conséquences pratiques que tout ça peut avoir, par rapport à des recherches qui ont pour objectif de travailler sur des ravageurs. Quelles sont les conséquences de ces réchauffements climatiques? Ça peut être une augmentation ou au moins une modification des types de dégâts. C'est-à-dire qu'avec à la fois les changements climatiques en local et l'expansion du ravageur, on peut avoir des nouvelles plantes hôtes qui sont colonisées, ou des dégâts un peu différents parce que l'état physiologique de la plante est différent, soit parce qu'elle est dans une autre aire de répartition, soit à cause du changement climatique en local. Et on a également, dans certains cas, des diminutions de l'efficacité des méthodes de lutte qu'on met en place. Et ça, c'est en particulier lié à la variation de phénologie ou à l'augmentation de la variance dans les différentes étapes du stade de vie. Et ça peut aussi être lié, donc la désynchronisation, ça peut poser des problèmes par rapport aux méthodes de lutte ou aux stratégies de piégeage qu'on met en place. Mais on a aussi des cas de désynchronisation avec des ennemis naturels qui régulaient jusqu'à présent les populations. Donc la processionnaire du pain, je vais vous la présenter dans une seconde, mais c'est un ravageur qui est devenu un peu modèle dans nos recherches à l'INRA, donc sachant que moi je suis dans le département EFPA, qui s'occupe plutôt de l'écologie forestière. Donc ce n'est pas des ravageurs de grandes cultures, c'est des ravageurs d'arbres. Alors pourquoi la processionnaire nous intéresse dans le cadre du changement climatique? C'est parce qu'on a une expansion avérée vers le nord, qui est suivie et documentée, dont je vais parler dans une minute. Et cette expansion vers le nord est en lien direct avec l'augmentation des températures, en particulier des températures hivernales. On a des modifications de phénologie, et donc, comme je vous disais, en particulier une augmentation de la variance de l'apparition des différents stades au cours du temps, qui, depuis quelques années, produit des échecs locaux de la lutte contre cette espèce. Et en fait, c'est une espèce qui a été prise comme référente dans certains rapports du GIEC, justement à cause de ce lien direct entre son expansion et l'augmentation des températures. Donc les objectifs de cet exposé, ce sera d'illustrer la collaboration qu'il y a entre les équipes INRA et le DSF, sachant que c'est une collaboration à relativement long terme et que ça n'implique pas que l'INRA ou CBJP, ça implique en particulier quasiment tous mes collègues de l'INRA d'Orléans, donc qui sont associés de fait à cet exposé. Donc la processionnaire du pain, c'est un lépidoptère, donc c'est un papillon qui est d'origine méditerranéenne. On la connaît surtout sous cet état-là, c'est-à-dire qu'en hiver, vous avez des gros nids blancs qui sont tissés par les chenilles qui ont un développement grégaire pendant l'hiver. Donc c'est en particulier à cause de ça qu'il y a un lien direct avec les températures hivernales, c'est-à-dire que c'est la particularité de cette espèce, c'est que les chenilles sont présentes non pas au printemps, mais pendant tout l'hiver. Et à la fin du développement larvaire, d'où le nom de l'espèce, les chenilles partent en procession pour chercher en fait un site de nymphose, c'est-à-dire qu'elles vont chercher un site pour s'enterrer, et la métamorphose se fait dans le sol suite à une diapause obligatoire. Il y a une génération par an. Alors pourquoi ça intéresse l'INRA, la processionnaire? Il y a des dégâts possibles en forêt, autour de la Méditerranée, c'est typiquement une espèce forestière, donc qui peut poser des problèmes
de défoliation chronique quand les pins sont défeuillés comme ça tous les ans, et en particulier qui rend les plantes sensibles aux attaques secondaires, et la mortalité peut être due par exemple à des attaques de scolytes. Mais avec l'expansion des populations vers le nord, en fait, ce qui pose le plus de problèmes, c'est les risques pour la santé humaine et animale, parce que ce sont des chenilles qui, au dernier stade, sont extrêmement urticantes, en particulier quand elles partent en procession, parce qu'elles portent des soies microscopiques, mais qui sont des petits harpons, et qui relarguent dans l'organisme des substances allergènes. Donc ça peut poser des problèmes de dermatose ou d'allergie chez l'homme, chez l'enfant, etc. Et ça pose aussi des problèmes de santé animale, en particulier. On a eu des cas de mauvais diagnostic de maladie de la langue bleue, avec tout ce que ça peut poser comme problème par rapport aux troupeaux, alors que c'était simplement des vaches qui avaient brouté des chenilles en procession. Et ça, c'est un problème qui est d'autant plus critique qu'elle arrive, à l'heure actuelle, elle s'étend dans des territoires dans lesquels elle est très mal connue, et des territoires qui sont beaucoup plus urbanisés, avec des pins qui sont plantés en ville, par exemple, donc des contacts avec les populations qui sont plus importantes. Donc la procédure du pin, je vous disais qu'on a des suivis de population qui relatent son expansion vers le nord. Donc l'expansion récente, si on a un point qui nous sert de référence de point zéro, c'est-à-dire c'est ce qu'on connaissait via la littérature grise de son aire de distribution dans les années 80. Donc dans les années 80, on avait une distribution disjointe qui faisait le tour du Massif central, parce que toutes ces zones-là sont trop froides en hiver pour permettre la survie de la chenille. Et quelques points, donc un front de distribution nord, là, qui était relativement bien relié au climat, et quelques points de colonies, donc on appelle ça des colonies pionnières, qui sont des colonies isolées au-delà du front, souvent liées à des plantations ou des choses comme ça. En 2010, quelle est la situation? On a un front, donc si vous voyez là en pointillé la situation de 1980, on a un front qui a augmenté de manière assez significative. On a l'aire de distribution qui s'est rejoint au nord du Massif central. On a des colonies de 1980 qui sont maintenant en fait englobées dans la distribution globale. Et on a observé depuis relativement récemment de nouvelles colonies pionnières, mais dont le rythme de découverte est de plus en plus rapide. Donc pour la petite histoire, la première, ça a été quand ils ont créé le parc de Disneyland Paris. Une des dernières en date, c'est la zone à côté de Strasbourg, où en fait c'est lié à la plantation de pins sur des ronds-points et le long de nouvelles routes. Donc on a pu prouver que l'expansion était directement liée à la levée des limites thermiques, en particulier des températures létales des larves en hiver. Et ça, on a un lien assez net avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures moyennes hivernales. Et donc en fait, les colonies pionnières ici sont liées au fait qu'on a des poches urbaines avec des climats qui sont déjà propices, même si c'est disjoint de l'aire de distribution connue. Donc il y a plusieurs perspectives de recherche au niveau des laboratoires INRA, donc entre le CBGP à Montpellier, mais aussi plus largement d'autres équipes du département EFPA. Donc notamment, on réalise l'analyse génétique des populations de l'expansion pour essayer de caractériser la dispersion et caractériser l'origine des colonies nouvellement créées, mais également l'expansion diffusive du front. On a un collègue à Orléans qui travaille spécifiquement sur l'expansion. On essaye de démarrer maintenant des observatoires à long terme de l'évolution de la phénologie, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui bouge assez vite et qui est important chez cette espèce, et qui permet notamment d'avoir des ouvertures vers la caractérisation des risques, aussi bien dans l'espace que dans le temps, donc type risque comme on peut avoir pour les allergies pollen par exemple. Et depuis 2 ans, on a un jeune collègue qui a été recruté qui travaille sur l'évolution des traits adaptatifs, et on espère pouvoir ensuite travailler également sur l'évolution des relations biotiques. Donc toutes ces études-là, ça nécessitait l'existence d'un point zéro de l'aire de distribution pour pouvoir démarrer des suivis fiables dans le temps et relativement précis à échelle fine. Donc les collègues d'Orléans sur la France, et puis avec un certain nombre de collègues sur tout le pourtour ici, sur une large partie de l'Europe, ont réussi à caractériser en 2005, puis en 2010, et ils vont le refaire maintenant en 2015 pour avoir des séries temporelles, ont réussi à caractériser vraiment un front de référence. Et en fait, ça consiste à faire un maillage avec des grilles de 8 km sur 8 km pour déterminer s'il y a présence ou absence de l'espèce en fonction de la présence de nids d'hiver. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à réaliser, qui ne nous permet pas forcément d'être très réactifs quand il se passe quelque chose. Et surtout, c'est difficile d'être au point sur la découverte de colonies pionnières. Donc c'est
pour le suivi à long terme de la processionnaire, mais également pour le suivi de ce front et avoir une capacité de réactivité, qu'on a une collaboration depuis un bon moment maintenant avec le DSF. Donc maintenant je vais passer la parole à Bernard pour qu'il vous parle du département. Merci. Bonjour. Et donc un petit rappel avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, le DSF, c'est un service du ministère de l'Agriculture qui a été créé en 89, suite notamment à quelques traumatismes qu'ont eu les forestiers, donc sécheresse de 76, les dépérissements à Troncey, les pluies acides aussi pour les plus anciens, si vous vous rappelez. Donc ça avait été assez traumatisant. Donc les forestiers ont demandé à l'État et aux différents organismes de mettre en place un service donc, de surveillance beaucoup plus précis de ce qu'on avait antérieurement. Donc on a 3 missions principales. Donc la surveillance de l'état de la santé des forêts, notamment dans le cadre du changement global, donc changement climatique et organismes invasifs. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que tout propriétaire privé ou public en France a le droit à un diagnostic des insectes ou des maladies qu'il peut avoir dans ses parcelles forestières, un diagnostic, un conseil d'intervention ou non-intervention. Et puis notre troisième mission principale, c'est diffuser de l'information. On a quand même beaucoup de données qu'on récupère sur le terrain. On a une base de 100 000 données. Et dès qu'il y a des problèmes sanitaires un peu importants, on fait des informations techniques. On a un site internet sur lequel on peut avoir pas mal d'informations. Et on a 2 autres missions accessoires. Donc c'est d'avoir une mémoire phytosanitaire. Parce que souvent, quand on est propriétaire ou gestionnaire, on a l'impression d'avoir un problème nouveau, puis finalement, quand on regarde la littérature ou quand on va dans les bases de données, on se dit finalement, en 47, il y a déjà eu ça, en 67, on a déjà eu ça. Et notre deuxième mission accessoire, c'est notre relation donc, avec l'INRA. Et là, donc, on joue vraiment un rôle d'interface entre les gestionnaires et la recherche. On essaye de transmettre les demandes des gestionnaires sous forme de projets de recherche. Et puis on aide ou on appuie l'INRA quand il y a des demandes particulières sur des réseaux, des demandes de remontée d'informations. Donc au niveau organisation, on a 3 niveaux. Donc c'est un système hybride, il y a des observateurs de terrain qui travaillent dans les services forestiers, donc l'Office national des forêts, des centres de propriété forestière et de l'État, et qui travaillent 15 à 30 jours pour nous en observation. Donc on les forme chaque année au protocole sur le suivi de la processionnaire, des scolytes, différentes chenilles. Donc, et ce réseau d'observateurs, 230 personnes, est animé par 5 pôles, donc 5 pôles interrégionaux, Avignon, Orléans, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Metz. Et il y a un échelon central en fait qui est chargé d'animer tout le système. Et ce qui est important en fait, c'est que depuis 2007, on a changé notre stratégie de surveillance qui était un peu au fil de l'eau. Et on a vraiment structuré notre surveillance en essayant de répondre à 2 questions. Donc, quel est l'impact du changement climatique sur les ravageurs forestiers ? Et la deuxième question, c'est comment fait-on pour essayer d'anticiper l'arrivée des invasifs ? Donc, pour cet aspect-là, on met en place des plans de surveillance et on cherche le problème avant qu'il arrive. Et c'est souvent comme ça, en fait, qu'on le trouve, plutôt d'être devant le fait accompli. Voilà pour la présentation rapide du service. Donc au niveau de la processionnaire du pain, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Donc ça rejoint un peu ce qu'a présenté Carole. Est-ce que la dynamique biologique va être modifiée par le changement climatique? Quelle va être sa progression vers le nord et en altitude? Est-ce que son cycle biologique va évoluer? Et puis une autre question importante, est-ce qu'avec le changement climatique, elle va migrer sur d'autres essences? Ça commence déjà assez fréquemment sur le cèdre, le Douglas, lors des épisodes de pullulation, mais est-ce qu'elle va arriver à aller sur d'autres essences? Voilà. Donc, pour mettre en place cette stratégie, en fait, on a différents outils, donc des placettes permanentes, du suivi des fronts, des cadrages, je vais expliquer tout ça. Et tous ces outils ont été mis en place, en fait, avec les collègues chercheurs de l'INRA, donc les 4 centres, Bordeaux, Montpellier, Orléans et Avignon. Donc, pour reprendre le suivi du front, donc là on avait le point 1980, donc qui avait été fait à l'époque par notre maître spirituel, donc c'était Jean-François Graal qui était le CEMAGREB, donc l'IRSTEA maintenant, qui suivait cette problématique. Donc on a le premier front de 2005-2006 en rose et de 2010 en rouge. Et donc avec
des colonies un peu isolées. Donc Auvernais, qui est au sud de Strasbourg. Donc là, c'était le parc Euro Disney. Puis là, en 2012, il y a eu une nouvelle colonie qui est liée aussi à un parc, dont j'ai oublié le nom, à Chanouille. Donc à partir de ce front, nos observateurs, en hiver, donc de janvier à mars, voient un peu la progression et puis notent la présence ou l'absence de la procédure du pain. Voilà, donc voilà une carte avec des 3 points, donc 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014. Donc au niveau de la progression, on a quand même une forte progression du côté de l'eau, c'est assez net. Là, on a un passage de chaque côté de la bête concale, donc on ne sait pas si c'est le papillon qui a volé ou si c'est une introduction accidentelle. Donc Auvernais, toujours l'introduction accidentelle. Et puis à titre d'exemple, au niveau altitude, donc quand on a eu la population de 2011-2012 dans le sud-est, on a quand même repéré à 1840 mètres d'altitude sur des pins noirs d'Autriche la présence de processionnaires. On se préoccupe beaucoup du front nord et en fait un peu moins du front altitude. Voilà, donc c'est quand même des données intéressantes. Donc au-delà du suivi du front, on a donc des placettes processionnaires du pin qui ont servi d'ailleurs en partie à faire la première carte de Jean-François Abrel, donc qui existe depuis 1981. Donc on a 500 placettes au niveau national, donc de placettes 2500 m², plutôt en lisière sud, donc effet favorable pour le processionnaire. Et puis on a un nombre de placettes proportionnel à la surface des pins. On essaie d'avoir des placettes qui sont représentatives de l'espèce, donc ici plutôt pin d'Alais, dans les landes pins maritimes. Et sur ces placettes, en fait, donc on note le pourcentage d'arbres attaqués, le pourcentage de défoliation, le nombre de nids et puis d'autres choses, d'autres variables. Voilà. Donc à partir de ces placettes, on les analyse en fait par grandes régions isoclimatiques. C'est-à-dire des régions en fait, où on considère que la procédure du pin fonctionne de manière homogène sur l'ensemble des départements. Donc on a délimité 9 régions isoclimatiques, donc des régions favorables à la procédure du pin, donc le littoral, la zone influence méditerranéenne et puis la Corse. Des zones un petit peu moins favorables parce que plus humides, donc ils sont à l'ouest, et puis 3 zones de front, donc le nord-ouest, le centre et puis la zone continentale. Donc pour illustrer les résultats de nos observations, voilà par exemple l'évolution du nombre de nids pour 100 arbres pour ces différentes régions. Donc on voit qu'il y a des fonctionnements très très différents. Le massif landais ou le Land en phase de gradation donc, sur 2014. Le fonctionnement très atypique de la Corse en fait où la chenille a un cycle de 2 ans. Donc elle fait une diaprose prolongée et ressort que l'année suivante. Donc on a des années avec, par exemple, 400 nids pour 100 arbres, et puis l'année d'après ça s'écroule, ainsi de suite. Et voilà, donc ça permet d'avoir les résultats comparatifs de toutes les régions sur un même critère. Et voilà donc, par exemple, pour une région, donc la zone sous influence méditerranéenne, l'évolution de 2 critères, donc le pourcentage moyen d'arbres attaqués et le nombre moyen de 10% d'arbres. Et là, on arrive assez facilement à reconnaître en fait les phases de pullulation assez connues donc, sur des cycles de 6-7 ans à processionnaire, donc années 2001-2002, 2007, 2014. Une illustration d'une collaboration avec l'INRA. Donc c'est l'utilisation de nos données, en fait, donc les graphes que je vous ai présentés, sur le calcul de la perte de production, par exemple sur le pain maritime. Dans les Landes, ils ont des logiciels assez pointus sur la production de pain, et ils ont simulé, à partir, par exemple, d'un taux moyen d'infestation de 15% avec nos cycles ici, la perte de production, par exemple, à 40 ans, qui s'élève, pour prendre un chiffre plus simple, donc par exemple, à 8 mètres cubes par hectare, ce qui n'est pas extraordinaire, donc 8 mètres cubes par hectare sur une génération à 40 ans. Autre type d'observation, et ensuite je passerai la parole à Carole, c'est la notation des fortes défoliations. En fait, un arbre, s'il est défolié à 20 ou 30%, il y a un faible impact sur la croissance et peu d'impact sur la vigueur. Par contre, les fortes défoliations, je disais Carole tout à l'heure, ça peut affaiblir les arbres et ensuite avoir des attaques de scolytes. Entre autres. Donc nous on observe donc, les fortes défoliations par cadra, donc là c'est des cadras de 16 sur 16, et on observe simplement les lisières
pour des aspects économiques et pratiques. Donc les correspondants partent en voiture et notent le pourcentage de lisière fortement atteint. Et ça nous permet d'enregistrer tout ça dans une base de données. Et si jamais ici, une année, on a des attaques de scolytes ou à cet endroit-là, on aura un historique en disant telle année, on a une forte défoliation de processionnaires. Voilà donc à partir de tout notre réseau, ce qu'on peut donc illustrer à la fois des observations concrètes et puis des utilisations au niveau de la recherche. Je vois que Gauthier s'est levé, donc je vais essayer d'aller vite sur les petits flashs qu'on va faire sur quelques résultats de recherche. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on a une collègue à Orléans qui travaille sur la modélisation de l'expansion, donc en particulier sur la dispersion elle-même et sur les capacités de survie. Donc dans tout ce qu'elle fait, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais il y a quelques résultats qui sont très parlants. En particulier, par exemple, elle a traduit les évolutions de température en termes de capacité d'alimentation des chenilles. C'est-à-dire que en hiver, quand il fait trop froid, en gros, il y a des conditions sous lesquelles les chenilles ne sortent pas du nid pour s'alimenter, parce qu'elles s'alimentent pendant la nuit en plus. Donc elles ne sortent pas du nid pendant la nuit, donc si ces périodes froides durent trop longtemps, on a de la mortalité liée aux jeunes. Donc quand vous voyez ici les températures bleues, c'est le nombre de jours faibles permettant l'alimentation des chenilles. Ça c'est dans les années 90, ça c'est au début des années 2000, donc avant le gros réchauffement, le réchauffement a continué. Et vous voyez, donc ici Blois, Orléans et puis en haut Paris, que l'évolution de conditions favorables, on va dire, et de probable diminution de la mortalité hivernale liée au froid. Donc elle a ensuite fait des cartes de généralisation à l'échelle de la France. Alors évidemment les températures sur l'océan, on s'en fiche un peu pour la processionnaire, mais ça donne une idée, depuis les années 70 et jusqu'aux prévisions à l'horizon 2060, de l'évolution des régions qui pourraient être favorables à sa survie, en particulier pour le front nord, donc les températures hivernales. Donc je sais qu'il y a évidemment du travail qui continue sur cette modélisation-là, et en particulier on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on tienne compte de l'évolution de la phénologie, de la variabilité interpopulationnelle, ce qui est caractérisé sur le bassin parisien ne va pas forcément fonctionner partout, de la probabilité de dispersion longue distance, donc ça c'est en lien avec ce que je vais vous présenter juste après sur la génétique, mais aussi de la distribution estimée des arbres hôtes. Parce que par exemple, quand on regarde ce qu'on estimait comme présence de pins potentiellement hôtes de la processionnaire, ici c'est en gros la grande région de la Beauce. D'après l'inventaire forestier national, il y en avait très peu et la Beauce aurait dû faire vraiment une barrière à la propagation de la processionnaire. Il se trouve que quand on va sur le terrain et qu'on identifie chaque pin planté ou chaque bosquet, on se rend compte qu'en fait on a un maillage qui lui sert d'autoroute pour traverser ce genre de région. Donc tant qu'on n'aura pas une vision assez claire de ces capacités de croissance sur les hôtes en France, forcément il y a des régions dans lesquelles les modèles vont patiner. Très rapidement en génétique des populations, donc ça c'est des travaux qui sont en cours avec l'équipe d'Orléans en particulier. En fait on a pu démontrer avec un certain nombre de marqueurs qu'on a 2 couloirs d'expansion qui en fait vont jusqu'aux zones refuge si on monte suffisamment à la fois en géographie et dans le temps. Donc une zone refuge plutôt au sud de l'Espagne et une zone de refuge balkanique. Et en fait on a vraiment une remontée et une mise en contact de 2 lignées qui sont relativement différenciées. Donc on s'intéresse aussi à la zone dans laquelle on attend éventuellement de l'introgression entre ces 2 lignées. Et quand on a donc quadrillé cette grande zone du front centre-nord, là, on s'est rendu compte qu'en fait on avait présence, en gros, on avait une tache de la lignée verte au milieu de la lignée jaune. Et quand on a cherché un petit peu plus précisément à savoir d'où ça venait, en fait c'était pas on n'a pas retrouvé les haplotypes et les génotypes qui sont trouvés dans le petit angle ici de notre cadra. Il a fallu élargir l'échelle et en fait il est tout à fait possible, mais ça reste à confirmer avec d'autres marqueurs, qu'en fait ce soit lié à la petite colonie pionnière de 1980 dont je vous parlais tout à l'heure, qui aurait pu apparaître suite à un événement de dispersion longue distance. Ensuite, on s'est intéressé aux colonies pionnières actuelles. Et donc, en fait, quand on caractérise les colonies pionnières, donc là, les 6 ici par rapport à des populations de référence, là, en gros, c'est très schématique, mais c'est pour montrer les grandes structures de population qu'on a au voisinage de la France, on va dire. On se rend compte qu'on a effectivement certaines colonies qui ont une probabilité
d'avoir leur source dans le front le plus proche, mais on a démontré un certain nombre de dispersions longue distance qui venaient éventuellement de loin, puisqu'on en a même qui viendraient de la péninsule ibérique ou peut-être éventuellement des Pyrénées. Et en fait, alors la question se posait de comment est-ce qu'on peut disperser à longue distance des processionnaires alors que les nids se voient dans les arbres, que ça pique, que c'est affreux, etc. Et en fait, c'est là, le changement climatique rejoint aussi les mouvements liés à l'homme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des plantations d'arbres qui sont sur les parcs, les autoroutes, etc. Beaucoup des plantations d'arbres adultes pour que le parc soit joli tout de suite, etc. Et en fait, ces énormes engins, là, quand ils transportent des pins, transportent de très grandes quantités de terre, en fait, on suppose qu'ils transportent les pupes en diapose, donc qui sont relativement résistantes. Et c'est pas pour rien que les colonies pionnières qu'on observe on peut pratiquement toutes les relier à des plantations de parcs, d'autoroutes, etc. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.